Alors, c'est Patricia Manducci qui va nous parler maintenant de la presse italophone de Tunisie. Et comme la tradition veut, vous allez nous dire deux mots sur vous. Alors, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le professeur Amperer pour son invitation et aussi l'école française d'Athènes pour l'hospitalité si chaleureuse à l'occasion de cette initiative si importante, en me donnant l'occasion de vous présenter notre département de Cagliari, en Italie, en Sardaigne, et ses recherches. Notre département des sciences sociales et des institutions a une très longue tradition d'études internationales qui traite principalement du monde arabe, de l'Asie et de l'Afrique. J'enseigne l'histoire contemporaine des pays islamiques, en particulier dans le monde arabe méditerranéen. Et une partie de ma recherche s'est concentrée sur l'histoire des Italiens, de la communauté italienne en Tunisie, et parmi eux aussi dansard célèbre, Velio Spano, qui a vécu à Tunis, qui a contribué à fonder le Parti communiste tunisien et qui a été député dans le premier parlement italien après le fascisme. Mais revenons tout de suite au thème central de ma communication. Avant de commencer, je m'excuse pour mon français, qui est pauvre et élémentaire, et j'avoue tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de presse allophone en Méditerranée. Je peux seulement donner une petite contribution aux travaux en essayant d'enrichir la description déjà présentée par Alessandra sur la presse italienne en Égypte, avec la présentation d'un autre cas de diffusion de la presse italienne dans un pays arabe, c'est-à-dire en Tunisie. Je fais confiance à votre patience, à votre compréhension et j'espère d'être clair dans ma communication. C'est le microphone. L'objet de cette communication fait partie d'une recherche commencée il y a quelques années sur la présence des Italiens en Tunisie dans mon département, à la faculté des sciences politiques à Cagliari. Le travail le plus important sur l'histoire de la presse italienne en Tunisie, qui a été fondamental pour cette recherche, est celui du professeur Michele Brundino, titré La storia della stampa in Tunisia, Storia e Società, l'histoire de la presse en Tunisie, publié à Milan en 1998. Si l'on considère la longue histoire des contacts entre Italiens et Tunisiens, la période entre les années 30 et la fin de la Seconde Guerre mondiale est très intéressante, surtout en raison de certaines centaines d'opposants politiques qui ont fui l'Italie sous le régime fasciste. Certains d'entre eux ont cherché des mers en Tunisie pour échapper à la répression ou bien pour essayer d'organiser des réseaux de lutte antifasciste ayant comme base d'opération la Tunisie. Leur rôle politique et intellectuel fut complexe et difficile, mais fondamental et constructif aussi. Dans une Tunisie sous protectorat français, mais où la présence italienne était très nombreuse et où les débats sur l'indépendance avaient déjà commencé et les mouvements nationalistes étaient très actifs. Il faut se rappeler que, par exemple, en 1934, fut fondé le parti néo-destour d'Habib Bourguiba. Pour mieux lire cette période, il faut d'abord encadrer le contexte historique du développement de la presse italienne en Tunisie et rappeler que la langue italienne était très répandue depuis le XVIIe siècle. Comme langue de commerce, est devenue une sorte de deuxième langue, parlée non seulement dans les lieux du commerce, mais jusqu'à la cour du bey de Tunis. Depuis lors, les documents commerciaux étaient normalement rédigés en italien, tout comme les correspondances consulaires et aussi les documents nécessaires pour le débarquement dans les ports ou les passeports, etc. Au début du XIXe siècle, la communauté italienne était la plus importante communauté étrangère en Tunisie. Centaines de commerçants, entrepreneurs, paysans, mineurs, venant notamment de Gênes, Livorno, de la Sicile et de la Sardaigne, se sont établis dans les villes côtières et en particulier à Tunis. Des quartiers entiers de la ville ont ainsi pris des noms italiens, voire Piccola Sicilia, Piccola Calabria, Piccola Venezia, Piccola Sardegna. La plus importante était ovviamente Piccola Sicilia. Depuis le début du XIXe siècle, nombreux Italiens arrivaient en Tunisie, même pour des raisons politiques. Maçons, Carbonari, Garibaldiens, anarchistes ont échappé de la péninsule après les révoltes du Risorgimento et de la lutte pour l'unité d'Italie, menée par Giuseppe Mazzini et par Giuseppe Garibaldi, qui débarqua en Tunisie lui-même en 1836.
Ces exilés politiques vont contribuer au développement de la culture et de la diffusion de la langue et des arts italiennes, avec l'ouverture des typographies, des maisons d'édition, des théâtres, des écoles, etc. En 1868, quand 4000 Italiens environ étaient en Tunisie, le traité italo-tunisien de la Goletta ratifia cette présence et l'Italie fut officiellement considérée nazione preferita, nation préférée. De la fin du XIXe siècle, à l'époque du traité de Bardo, le nombre des Italiens a continué d'augmenter jusqu'à constituer une vraie collectivité italienne de 25 000 personnes environ, organisée avec ses propres écoles, hôpitaux, banques, postes, etc. Le développement de la presse italienne en Tunisie, tout comme d'autres secteurs tels que l'imprimerie en général, le spectacle, l'instruction, sont alliés avec l'arrivée de cette composante politique italienne, puisqu'une bonne partie des exilés et réfugiés étaient des bourgeoises, souvent des intellectuels, engagés dans la lutte du Risorgimento, comme déjà dit. Ici, on n'a pas évidemment le temps pour donner une liste de tous les journaux, souvent éphémères, édités en Tunisie dans cette période. Alors, je vais citer seulement les plus importantes. Le premier journal publié en Tunisie fut un journal en langue italienne. Le 21 mars 1838, il Giornale di Tunis e Cartagine, le journal de Tunis et Carthagine. Lié notamment à la maçonnerie, il eut une vie très courte, puisque Ahmed Bey en décida la fermeture après le premier numéro. Aujourd'hui, on trouve, pour des motivations politiques, aujourd'hui on trouve des références en direct dans les sources bibliographiques, mais apparemment aucune copie n'existe pas. On devra attendre l'année 1859 pour voir la naissance de Il Corriere di Tunisi, qui sortit jusqu'en 1881, date du traité de Bardo. Le journal qui est encore imprimé à Tunis aujourd'hui, le seul journal périodique en langue italienne dans tout le Maghreb, en reprendra le nom, Il Corriere di Tunisi. Dans la même année de naissance de ce journal, le vizir tunisien Khareddin autorisa la publication d'une gazette en arabe et en italien, la Gazzetta, titrée La Gazzetta, avec des informations commerciales diverses à l'exclusion de tout sujet d'ordre politique. La publication de cette Gazzetta ne dura pas longtemps. Dans cette période ont été publiés des journaux imprimés à Cagliari, ma ville. De 1871 à 1873, il fut publié le journal L'Avvenire di Sardegna, l'avenir de la Sardaigne, giornale politico internazionale, qui était imprimé à Cagliari et dont la collection complète est conservée dans la bibliothèque universitaire de la ville. Un autre journal imprimé à Cagliari pendant l'année 1881 fu Sardegna e Tunisia, giornale internazionale politico ed economico, qui se trouve à la bibliothèque universitaire de la ville ou à la bibliothèque nationale de Florence. Enfin, il y avait aussi un autre journal imprimé à Cagliari, mais en arabe, en langue arabe, Al-Mustaqil, l'indépendante, répandu dans tout le Moyen-Orient. La communauté italienne avait donc plusieurs journaux, surtout après le décret de libéralisation de la presse du premier résident général français Paul Cambon, 1884. Mais le journal le plus important pour cette époque fut l'Unione, giornale politico e commerciale, financé par la Chambre de commerce italienne avec le patronage du consulat dans 1886. Ce journal, imprimé par la renommée typographie Finzi à Tunis, la première en Tunisie et qui existe encore aujourd'hui, deviendra très importante, un véritable organe officiel de la communauté italienne. Il sortait tous les 15 jours jusqu'en 1886, puis il devint un quotidien et sera imprimé jusqu'en 1943, avec une pause de 1940 à 1943 à cause de la guerre. Sa longue durée fut possible grâce aussi à une certaine flexibilité de la rédaction jusqu'au choix de l'adhésion au fascisme, par exemple. L'Unione peut bien être considérée comme un instrument fondamental pour l'observation d'une partie de l'histoire de la Tunisie et de la communauté italienne, car la régularité et la continuité de ses publications, la relative disponibilité économique, la qualité de ses collaborateurs et la variété des arguments traités sont uniques dans le panorama de l'édition périodique italienne et offrent aux lecteurs et aux chercheurs un cadre très intéressant de la vie sociale et politique de la Tunisie de l'époque.
Dans la Bibliothèque nationale de Tunis, on en trouve la collection presque complète. Beaucoup de copies sont aussi conservées à l'Institut de recherche du Maghreb contemporain et à l'école Dante Alighieri à Tunis. À côté de cette presse, d'autres publications existaient, notamment une presse des humbles et des travailleurs. La communauté italienne en Tunisie était en fait composée par la plupart d'une émigration pauvre des Branous, provenant surtout des régions méridionales de l'Italie et des îles, et qui travaillaient dans les camps agricoles, les mines, dans les bâtiments ou l'artisanat. Ces main-d'œuvre pauvres exploitées, même si un peu moins que la main-d'œuvre arabe, représentent une page d'histoire peu connue qui évidemment peut mieux être compris par la lecture des journaux de catégorie, des feuilles modestes, souvent écrites en italien dialectal, adressées à un public de lecteurs presque analphabètes. Il Minatore, il Sindacalista, la voce dell'operaio, la voix de l'ouvrière, la voce del minatore, du mineur, etc. En même temps, il allait se développer une presse plus politisée. Des protestations sociales faites des journaux socialistes, anarchistes, d'inspiration syndicale, ou plus généralement en défense des travailleurs. Le premier journal très politisé imprimé en Tunisie fut l'Operaio, l'ouvrier, organo comunista anarchico, organe communiste anarchiste, tandis qu'un peu plus tard va sortir la Protesta Umana. Tous les deux journaux ont été fondés par l'anarchiste provenant de la Calabre Niccolò Converti, surnommé le médecin des pauvres. On arrive ainsi au début du XXe siècle, quand on voit sortir deux journaux qu'on peut définir nationalistes, précurseurs de la presse fasciste. La Patria, la patrie, il popolo italiano, le peuple italien, la Nuova Italia, qui insistait beaucoup sur le thème de l'italianité de la Tunisie et sur l'outrage du ceci dit gifle de Tunis, car ainsi était considéré le traité de Bordeaux qui ratifia le début de la colonisation française en Tunisie. Le gifle, c'est chiffre, pardon. Quand le fascisme prit le pouvoir en Italie en 1922, la communauté italienne subit une puissante politique d'endoctrinement et fascistisation. La presse devient un instrument prioritaire pour la propagande et le régime s'engagea immédiatement. En 1923, on voit sortir les deux premiers journaux hebdomadaires fascistes, l'Azione et la Nazione, l'Action et la Nation, et beaucoup d'autres publications fascistes. La question tunisienne pesait dans les relations avec la France, enflammant l'opinion publique italienne dans les campagnes nationalistes. La première conséquence de la fascistisation de la communauté italienne en Tunisie fut l'abolition imposée par la France de tous les privilèges dont jouissaient les Italiens dans la Régence. Par exemple, l'obligation parfois pour les Italiens résidents à vendre leurs propriétés immobilières et enfin la puissante politique de naturalisation de masse. Dans la même période, il y a eu très peu de journaux contentés avec courage de s'opposer à la propagande fasciste. La revue Trieste ou encore La Liberté, qui sortit seulement entre 1924 et 1925. Même s'ils ont duré très peu, leur importance est indéniable, parce qu'ils sont à considérer des précurseurs de la presse plus ouvertement antifasciste qui se développera à partir des années 30. De plus, il faut rappeler que dès 1929, la revue française Tunis socialiste publia des articles d'ouverte condamnation du fascisme rédigés en italien. On arrive enfin à la presse italienne antifasciste diffusée en Tunisie des années 30 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant les années 30, la Tunisie connut une nouvelle vague d'exilés, tous antifascistes, mais d'orientation politique et idéologique différente. La présence à Tunis d'une importante et enracinée communauté italienne, juive et antifasciste, attira ici beaucoup d'intellectuels et hommes politiques fuyant les persécutions, ou bien envoyés par leur parti pour continuer leur activité politique en Tunisie. En 1935 apparut l'hebdomadaire anarchiste Domani, auquel suivit Il Liberatore, le premier journal polycopié du Parti communiste tunisien, diffusé clandestinement. Au sein du Parti communiste tunisien, né comme celui français en 1920, Français, Italiens, Tunisiens, de langues, cultures, histoires très différents, se retrouvaient unis dans la lutte au fascisme, au colonialisme, à l'exploitation capitaliste. L'organe antifasciste le plus important de cette période fut l'Italiano di Tunisi, l'Italien de Tunis,
avec les sous-titres Organo della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, des droits de l'homme. Il sortit en octobre 1936 et donnait la voix à l'opposition de toutes les forces démocratiques italiennes, françaises et tunisiennes. Ce journal devint connu au niveau international pour sa nette prise de position après l'homicide du jeune communiste Giuseppe Micelli qui a eu lieu à Tunis en 1937. Micelli fut tué lors d'une expédition punitive des cadets fascistes du navire École Vespucci à Tunisie. Grâce à Ambrogio Donini, la collection complète se trouve à la Fondation Antonio Gramsci de Rome, de ce journal. Grâce à Antonio Donini, un des plus importants dirigeants du Parti communiste italien envoyé à ses fins en Tunisie, et au communiste sarde Velio Spano, on voit naître un autre important journal antifasciste, le quotidien Il Giornale, dans 1939. Giorgio Amendola, qui était un très important homme politique italien, en fut le directeur et le rédacteur en chef était Velio Spano, que j'ai mentionné ci-dessous. Le lancement fut de 2000 copies et le journal communiste réussit à sortir quotidiennement pendant quelques mois, puis il devint hebdomadaire. Au total, on a eu 139 numéros conservés à la Bibliothèque nationale de Tunis et en Italie à la Fondation Gramsci de Rome. Collection incomplète. Avec le début de la guerre, toute la presse fut interrompue, soit fasciste, soit antifasciste. Ce furent des années très difficiles, même pour les rédacteurs, qui, entre condamnation à mort, exil, enterrement et persécution, entrèrent dans une période de lutte très dure, qui ira se conclure seulement avec la fin de la guerre et la chute du régime. La presse antifasciste s'est réduite dans ces années à la seule diffusion de tracts et journaux polycopiés comme l'Avenir social en langue française et pour la première fois en arabe Al-Taliya, l'avant-garde. Il en existait très peu d'exemplaires conservés dans les archives tunisiennes et françaises. Du mois de novembre 1942 au mois de mai 1943, la Tunisie vécut la dure occupation italo-allemande, qui se conclut avec la libération de la part des Alliés, quand les troupes anglaises, après la victoire d'Al-Alamein et la conquête de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine, en remontant les côtes tunisiennes, occupèrent Gabès, Sfax, Sousse et Tunis. L'Unione, qui avait repris sa publication en janvier 1943, définitivement disparu le 6 mai de la même année, avec l'évacuation des forces de l'axe de la Tunisie, de l'Afrique. En 1943 et 1956, aucun journal en langue italienne ne fut publié en Tunisie. Il faudra attendre l'indépendance pour voir naître une nouvelle presse italienne, ainsi que la reprise de nombreuses activités commerciales et culturelles de la communauté, qui comptait alors environ 60 000 personnes. Un moment important pour l'histoire de la presse italienne en Tunisie fut l'année 1944, quand il fut promulgué un décret sur la censure préventive, fortement voulu par la puissance coloniale française afin de résoudre une fois pour toutes ce qui était considéré comme l'hypothèque italienne. La France avait peur de la propagande fasciste, justement, mais aussi d'une plus dangereuse influence que la presse italienne antifasciste était en train d'exercer sur les nouveaux groupes nationalistes tunisiens. Même après la déclaration des pays entre la France et l'Italie en 1947, la normalisation des rapports et l'ouverture du consulat italien à Tunis, les difficultés du secteur de la presse ne semblaient pas diminuer. On arrive en 1956, quand certains démocrates de diverses provenances politiques donnèrent vie, non sans difficulté, au nouvel Corriere di Tunisi, qui, comme j'ai dit, était le seul revue publié en Tunisie aujourd'hui en langue italienne et dans le Maghreb aussi, tout le Maghreb. Aujourd'hui, ce journal, qui continue d'être imprimé dans la typographie Finzi, est le seul journal en italien publié au Maghreb, en général dans le monde arabe, avec une telle régularité depuis si longtemps. On peut donc conclure, et je m'excuse pour mon français encore, en soulignant que les chemins à parcourir est évidemment très longue dans le cadre de la recherche sur la diffusion de la langue italienne dans les pays arabes, et en particulier en Tunisie. Personnellement, je considère que c'est un sujet de grande importance pour la compréhension d'une histoire commune, faite de rencontres, d'échanges, une histoire que nous devrions tout rappeler afin de nous aider à surmonter les difficultés du présent, une époque de division et de craintes réciproques, de fermeture et de rejet. La leçon du passé, encore une fois, se révèle incontournable. Merci.
Alors merci à Alexandre, à Patricia, pardon, de nous avoir fait l'état des lieux de la presse tunisienne. Je ne sais pas, vous voulez qu'on pose des questions tout de suite ou après? On laisse pour tout à l'heure, peut-être après. Et on va demander à Alessandra Marchi de revenir, qui va cette fois-ci nous parler des anarchistes italiens en Égypte, la presse italo. Résister encore un peu. C'était un privilège pour moi de venir 2 fois parler. Sauf qu'il y a peut-être un problème avec le... Ah, alors, je voulais juste prendre quelques photos que j'avais... Voilà. Donc, je veux essayer donc d'approfondir un petit peu la question de la presse anarchiste. Non, il n'y a pas besoin, maintenant je vais les montrer plus tard. Hein, parce que je vais juste les montrer, hein, je ne vais pas commenter les photos. Bon, ok, je peux voir, j'avais peur pour mes yeux. En fait, ça c'est une thématique qui m'a vraiment passionnée en étudiant la presse italophone d'Égypte, c'est-à-dire cette spécialisation de la presse anarchiste, parce que les anarchistes ont été des pionniers dans le développement de la presse en Égypte, en particulier de la presse italophone, mais on peut dire en général. Juste quelques mots sur la communauté italienne, parce que on revient sur les questions qu'on a posées tout à l'heure. En fait, la première émigration italienne en Égypte, enfin une grande partie de cette première émigration a été constituée par des ingénieurs, des techniciens, des militaires, des artisans, des intellectuels et des artistes qui ont habité dans les villes égyptiennes en contribuant à rendre ces villes cosmopolites. Et on sait que la ville d'Alexandrie en particulier a été vraiment le berceau des Italiens. Avec la construction ensuite du canal de Suez, on a un grand nombre d'ouvriers qui s'installent dans le pays et changent un peu le trait de cette première émigration qui était un peu plus élitaire. Et donc cette communauté d'ouvriers a été aussi faite par des exilés politiques qui ont laissé la péninsule italienne suite au mouvement révolutionnaire, comme le disait Patricia pour le cas de la Tunisie, et qui se sont souvent unis aux luttes nationalistes dans les pays arabes. Donc, depuis la moitié du XIXe siècle, on a des maçons, des carbonari, des garibaldiens et des anarchistes qui s'ajoutent aux gens à la recherche de travail et qui s'installent en Égypte où apparemment les villes étaient beaucoup plus accueillantes et c'était plus facile pour ces Italiens de continuer leurs activités politiques à diffusion internationale, on va dire. Donc cette classe ouvrière qui s'est installée en Égypte a contribué aussi au développement du mouvement ouvrier égyptien. Et avec les anarchistes grecs, les anarchistes italiens ont été vraiment très importants, ont été souvent à la tête des principales grèves des associations de travailleurs, notamment à Suez, mais aussi dans d'autres villes. Et ils ont été facilités par des associations comme la Società Operaia, l'association ouvrière, ou l'organisation Pensiero e Azione, Pensée et Action, inspirée donc Giuseppe Mazzini. Et on a eu une section de la Première Internationale qui s'est très tôt installée en Égypte, créée par des Italiens. Le rôle des anarchistes italiens donc, est très important dans le développement de la presse et de la littérature, comme on le verra, parce que je vais vous parler de certains sujets qui m'ont vraiment passionné dans leur biographie égyptienne aussi. Et non seulement les anarchistes ont été importants pour la presse, pour le développement de la presse, mais le mouvement même a pu s'organiser et informer un public plus vaste et international, justement grâce à la presse. Donc il y a vraiment des allers-retours très, très intéressants dans ce développement. Et donc la presse a contribué à forger une communauté internationale cette fois. Pas vraiment. Là, on sort un peu du cadre, qu'on disait tout à l'heure, de la communauté italienne centrée sur elle-même. Parce que les visées du mouvement anarchiste étaient évidemment
outre les frontières. Le premier périodique anarchiste publié en Égypte en langue italienne fut Il Lavoratore, fondé en 1897 par un anarchiste très connu qui a vécu longtemps en Égypte, qui était Ugo Icilio Parrini, né en 1850 et mort en 1906, qui était le leader de l'Internationale. Et Il Lavoratore a cessé sa publication assez vite, et ensuite Parrini, avec deux autres anarchistes, a fondé le journal Il Proletario, dont on connaît au moins un numéro. Donc la presse anarchiste a été aussi éphémère. Justement en raison des biographies de ces gens, parce qu'ils étaient souvent expulsés de l'Égypte aussi. En particulier, il y avait un groupe anarchiste alexandrin très fort, très engagé, qui a été expulsé d'Égypte suite à l'attentat contre le roi d'Italie en 1878. Mais parmi ces gens, Parrini a réussi à rentrer dans le pays en 1880, où il a fondé une imprimerie clandestine. Et il s'est uni, par exemple, avec d'autres militants italiens, comme Enrico Malatesta, qui était l'un des plus importants anarchistes italiens et qui était plusieurs fois en Égypte. Ils se sont unis aux événements sanglants de 1882 à Alexandrie. Donc, ils luttaient, on peut dire, contre les Anglais aussi, contre l'occupation anglaise. Ensuite, en 1900, Parrini fonda aussi un cercle libertaire au Caire, et il fut l'un des promoteurs de l'unification des groupes anarchistes italiens qui étaient aussi un peu divisés à Alexandrie. Il y a une vie très mouvementée entre l'Italie, la France et l'Égypte jusqu'à sa mort en 1906 à l'hôpital Mansour d'Alexandrie. Mais dans cette période, disons que de nombreuses publications étaient éditées un peu partout en Nord-Afrique, mais l'histoire qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'histoire des anarchistes d'Alexandrie, parce qu'à Alexandrie, il y a une présence très importante d'anarchistes et des expériences très intéressantes, comme la constitution de ce cercle appelé la Baracca Rossa, la baraque rouge, qui était un dépôt de marbre et fer, et la menuiserie d'Enrico Pea, un journaliste, un écrivain italien que vous voyez ici dans une photo prise à Alexandrie, dans le roman autobiographique qu'il a publié en 1949. Et Enrico Pea, il était arrivé comme matelot en Alexandrie à 16 ans, à la fin de 1800. Donc il a fondé ce cercle qui était fréquenté par des gens de toute provenance, des Bulgares, des Français, des Arméniens, de toute provenance. Et ici, dans ce cercle, il a connu Giuseppe Ungaretti, un autre Italien très connu dans le monde, qui était né à Alexandrie et qui, comme lui, donc fréquentait ce cercle d'anarchistes. Et ils ont les deux contribué. Ils ont collaboré avec pas mal de journaux en Égypte, non seulement anarchistes. Une première collaboration avec un journal anarchiste, c'est l'hebdomadaire L'Unione della Democrazia, imprimé à Alexandrie, et ensuite un hebdomadaire athée qui s'appelait Risorgete, qui a été publié entre 1907 et 1909. Risorgete, ça veut dire renaissez. C'était sous-titré comme un hebdomadaire gratuit de propagande athée. En fait, il était publié, distribué chaque dimanche après la messe par les militants anarchistes. Mais évidemment, la publication n'a pas duré très longtemps, ainsi que pour l'Union de la démocratie. Depuis l'Impartial, le quotidien que j'ai cité auparavant, en 1900, on a la connaissance d'un nouveau journal anarchiste, l'Operaio, qui était uniquement consacré aux ouvriers et à la tutelle et la défense de leurs intérêts. Et il y avait des anarchistes grecs qui écrivaient aussi dans ce journal. Ensuite, on a un militant récemment arrivé en Égypte, Roberto D'Angio, qui lance une nouvelle édition de l'Operaio, qui évidemment avait des problèmes à sortir régulièrement, et qui jouissait de la collaboration d'un autre militant anarchiste, Pietro Vasai. Et cette série de l'Operaio était aussi en polémique avec le courant anarchiste de Parrini,
dont l'organe de ce courant anarchiste était en 1903 Il Domani, une revue qu'on appelait un périodique libertaire qui sortait tous les 15 jours au Caire, mais probablement seulement dans l'année 1903. Et on verra une collaboration importante dans ce journal qui est celle de Leda Raffanelli dont je vais parler tout à l'heure. Encore vers 1902-3 arrive en Égypte un autre anarchiste très important pour nous, pour cette histoire, qui était Romolo Garbati, qui arrivait de Cagliari. En fait, il était sarde aussi, même si je ne connais pas vraiment le détail de sa biographie avant, mais on a un rapport du tribunal de Cagliari qui l'a condamné à 18 mois de prison qu'il a probablement fait à Alexandrie, parce qu'il était accusé de diffamation et injure par la presse. Après son expérience très longue en Égypte, il publie 2 ouvrages en français, Nous et les Égyptiens, pour la défense des étrangers en Égypte, publié à Alexandrie en 1925, et Mon aventure dans l'Afrique civilisée, publié en 1933 en Égypte. Mais on a encore des informations sur ce monsieur en 1937. Il est encore en Égypte et il y a un rapport de la préfecture de Cagliari qui a été télégraphié par la légation d'Italie au Caire qui nous parle de ce publiciste anarchiste et de sa propagande antifasciste. Donc il parle de la publication du numéro unique antifasciste qui s'appelait Démocratie, dont le rédacteur est M. Garbati, qui avait déjà publié dans le Giornale d'Oriente et avant encore dans le Messaggero d'Egitto, mais il fut licencié parce qu'il est non adhérent au parti fasciste. Le rapport dit que c'est un vieux journaliste de bonne culture, maçon, il n'a jamais milité dans des partis extrémistes. Il est un libéral vieux style. Donc on a en fait des biographies qui se croisent parfois sans le savoir, parce que à côté de Romolo Garbati, donc on a cette jeune Leda Raffanelli qui arrive en 1902 ou 1903 en Égypte. Elle y reste très peu, mais elle fait tout de suite connaissance avec le cercle anarchiste et tous ces gens expulsés et accusés d'attentats les plus divers. Elle publie dans le périodique Il Domani, mais elle sera plus connue après en Italie parce qu'elle sera toujours une militante engagée, anarchiste, convertie au soufisme. Donc en Égypte, elle rencontre ces deux constantes de sa vie qui sont l'islam et l'anarchisme, apparemment en conflit entre eux, mais disons que les anarchistes qui étaient très critiques vis-à-vis des religions, mais notamment de la religion juive et chrétienne, et il paraît qu'ils n'étaient pas vraiment très critiques envers l'islam, justement parce qu'il n'était pas très structuré, ou peut-être parce que pour eux, il coïncidait avec un monde en développement et d'autres valeurs en fait. Alors, encore un journal anarchiste a été imprimé à Alexandrie, il s'appelle L'Indipendente en 1904. Et après, on a la revue bimensuelle Lux, revue d'études et réflexions sociales. Donc, il est sorti en 6 numéros en 1903. Et suite à cette périodique, on a encore un autre périodique de propagande anarchiste, l'IDEA, qui devait sortir occasionnellement et gratuitement. Et l'IDEA fut publié un peu plus tard, en 1909. Donc on a quelques années où apparemment la presse anarchiste n'est pas active. Et on salue positivement cette publication comme signe de renaissance de la propagande anarchiste qui s'était alors affaiblie chez le mouvement italo-égyptien. Et deviendra l'organe officiel des anarchistes d'Égypte lors d'une réunion au cercle athée d'Alexandrie. Mais même cette revue semble s'arrêter en 1909. Donc, à Alexandrie, on a un cercle athée. C'était quand ? 1909.
Alors, il y avait un autre journal anarchiste qui a été publié depuis 1901, la Tribuna Libera, qui était l'organe international pour l'émancipation du prolétariat, bilingue en italien et en français, édité par Joseph Rosenthal à Alexandrie. Et Tribuna Libera fut régulièrement promu par l'Université populaire libre d'Alexandrie, qui est une autre expérience des anarchistes italiens et grecs très intéressante. En fait, la Tribuna Libera prônait la complète émancipation de l'esclavage politique, moral, économique et social. Il a été un exemple pour la presse radicale à venir, en informant sur la pensée anarchiste et le mouvement. À cette époque, on a aussi des traductions d'ouvrages anarchistes qui étaient publiés en Égypte, notamment par les anarchistes italiens et grecs, dans la revue Grammata, qui était une revue grecque. Après, disons, comme je vous ai dit, il y a des interruptions, donc la presse anarchiste commence à périr, on va dire, vers les années 1909-10. En 1909, il y a un congrès national des anarchistes italiens d'Égypte, mais on a des publications vraiment éphémères, comme la feuille unique Pro Ferrer, qui était dédiée à Francisco Ferrer Guardia, qui a été assassiné en Espagne par les autorités sous un climat désormais inquisitorial. Ou encore, on a Libera Tribuna, cette fois-ci, sous-titré Critica, polemica e propaganda, qui vaut seulement un numéro 1913, comme aussi l'Union, un autre journal publié entre 1913 et 1914. Donc, quand les rédacteurs furent poursuivis, même si ensuite acquittés, pour apologie de régicide contre le roi d'Italie, encore une fois, suite à la publication d'un article sur l'Union. Mais je vais revenir un moment sur l'histoire du cercle anarchiste d'Alexandrie, qui était la Baracca Rossa. Parce que bon, l'histoire de ce cercle est très intéressante pour le personnage. En fait, la Baracca Rossa a été décrite comme un café littéraire, comme une commune, une section hérétique, un refuge d'exilés ex-détenus qui profitait du régime des capitulations, c'est-à-dire des sauvegardes juridiques accordées aux citoyens européens dans l'Empire ottoman, parce qu'on dit qu'Alexandrie était alors la ville la plus accueillante au monde. C'est Enrico Pea qui le disait dans son roman Vita in Egitto. Et dans ce roman, Alexandrie est décrite comme une ville cosmopolite où on pouvait reconnaître la réalisation d'une énorme liberté. En fait, Enrico Pea, Alexandrie rencontre ce monde de rebelles et idéalistes qui voulaient changer le monde. C'était des vrais révolutionnaires. Et on en a un exemple aussi avec cette expérience parallèle qui était l'Université populaire libre d'Alexandrie, organisée par Pietro Vasai, Roberto D'Angio et donc d'autres journalistes que j'ai nommés. L'Université populaire libre naît d'un projet qui visait à l'éducation et à l'amélioration des classes ouvrières travaillant dans un contexte multiethnique et multiconfessionnel comme celui égyptien. Donc pour les anarchistes, Alexandrie était considérée l'endroit idéal en fait, pour développer leurs idéaux internationaux et globalisés, on peut dire. Et en fait, parmi les enseignants grecs, français, égyptiens, il y avait beaucoup de journalistes anarchistes aussi. Et cette université essayait de fonctionner, surtout à Alexandrie, comme un lieu de contestation du discours national et colonial alors dominant. Mais évidemment, elle n'a pas pu avoir une vie très, très longue. On ne sait pas si Leda Raffanelli, cette anarchiste, féministe, pacifiste, a pu fréquenter l'université vu la courte durée de son séjour, mais c'est clair qu'encore à Alexandrie, elle rencontre une société très vivante. Par exemple, en se promenant à Alexandrie, elle tombe sur une librairie gérée par un Italien anarchiste, lui aussi, Luigi Polli, qui sera son amant, comme beaucoup d'autres après. Et elle assiste aux persécutions contre pas mal de militants accusés d'attentats. Parfois, il y avait des accusations vraiment prétestueuses, pas véritables.
Et Leda Raffanelli est intéressante aussi parce qu'en Italie, en 1913 et 14, elle a fréquenté longtemps Benito Mussolini. Donc on dit qu'elle était la seule personne qui pouvait leur enseigner sur l'islam et le monde arabe. Et effectivement, Mussolini, pour un certain temps, a eu des idées d'amitié. Il parlait d'une amitié, non, entre l'Italie et l'islam. Donc son projet de colonisation, si on peut dire ça, ou impérialiste, était très particulier, on ne va pas développer ici. Et Leda Raffanelli nous a laissé un témoignage qui s'appelle un livre de la correspondance entre elle et Mussolini, qui s'appelle Una donna e Mussolini, publié en 1949. Mais après cette fréquentation, quand Mussolini a décidé d'intervenir dans la guerre, il a abandonné complètement cette amitié. On ne sait pas si c'était une amitié plus ou moins intime. En tout cas, pour elle, Mussolini est devenu un peu le symbole du colonialisme européen et de l'intervention militaire qu'elle ne pouvait pas évidemment supporter. Et elle s'identifiait plutôt avec l'Afrique plus pure et instinctive. Elle aussi avait peut-être des préjugés ou une sorte de mythe qu'on voit très souvent à propos d'Alexandrie. Mais le travail de Leda Raffanelli est intéressant parce qu'elle s'est forgée dans une typographie. Et c'est en fait la biographie courante des anarchistes. Ils travaillent dans des typographies et ils développent le mouvement à partir des typographies. En fait, c'était le lieu physique où se concentrait le travail, l'art, l'engagement politique, le savoir. Il faut savoir aussi que les anarchistes italiens et grecs fondèrent en Égypte l'Association internationale des typographes. Ils publiaient un bulletin typographique en italien qui apparemment fut très important pour la création du mouvement syndical en Égypte. Il paraît que les protestations promues par cette association amenèrent les typographes à la conquête de 8 heures de travail à la place des 12-15 ou plusieurs heures qui étaient à l'heure courante. Et une autre figure qui se croise un peu avec celle de Leda Raffanelli, même si j'ai aucune information si ils se sont jamais rencontrés, connus, s'ils savaient l'un de l'autre, et Enrico Sabato, dont je vous ai parlé dans ma première communication, qui est un personnage très particulier parce qu'on le connaît à partir de la diplomatie italienne, parce qu'il était un informateur du gouvernement, mais il est d'abord connu comme un sympathisant des courants anarchistes, soit en Italie, soit en Égypte. Donc la police locale le connaissait aussi. Il écrivait dans la revue, il collaborait à la revue Lux, une revue anarchiste aussi. Il s'affiliait à une loge maçonnique, peut-être pour dissimuler ses sympathies anarchistes, on ne sait pas trop. En tout cas, en Italie, il reste un personnage très très peu connu et pourtant il a publié énormément et il a été aussi élu député dans le Parti populaire beaucoup plus tard. Il a été un antifasciste aussi. Mais c'est bizarre qu'on n'utilise pas les sources, les ouvrages qu'il a publiés et en italien et en français, soit le Nouvel Ordre islamique par exemple. Il publie beaucoup sur l'islam. À partir de la revue Il Convite, où il publie des nouvelles sur l'islam en Chine, l'islam au féminin, l'islam dans les Balkans. Il publie beaucoup de politique aussi, toujours dans la visée de l'union entre l'Orient et l'Occident. Et en fait, en Italie, il fondera aussi plusieurs associations qui ont duré jusqu'aux années 60 au moins, Oriente Occidente ou d'autres associations culturelles qui ont été très importantes en Italie. Et il y a aussi Romolo Garbati, le sarde, qui publie dans Il Convito, et dans un article sur le Convito, il souhaite une meilleure presse italophone, en laissant entendre que les journaux italiens n'instruisent pas comme il le faudrait, mais laissent les citoyens endormis. Donc parfois on a, à partir de ces articles, un encouragement à développer la presse et la langue italienne. Peut-être ils étaient plus patriotiques que les autorités italiennes qui s'intéressaient très peu à la communauté italienne.
Vite fait, on a encore des personnages qui se croisent et que je pense qu'ils sont très intéressants pour notre sujet, comme une autre femme française, cette fois, Leda Raffanelli, qui était très importante parce qu'elle va fonder une revue, la seule revue peut-être spiritualiste, on va dire, en Égypte, qui est le Phénix, la revue de la Renaissance orientale. Comment? Valentine Saint-Point. Ah, j'ai dit seulement Valentine, voilà, pardon. Et qui était très proche de René Guénon, un métaphysicien qui nous a beaucoup instruit sur le soufisme. Donc, disons que le soufisme et l'islam se croisent beaucoup avec ces visions anticolonialistes, pacifistes, et qui sont aussi proches du monde anarchiste. Mais à cette époque-là, on est dans les années 20, l'anarchisme a déjà terminé son action. On va dire qu'il s'est un peu dissous aussi le réveil nationaliste égyptien. En principe, l'anarchisme est contre le développement des mouvements nationalistes, mais disons que les visées se sont rencontrés et donc le mouvement anarchiste, notamment celui européen, va disparaître en Égypte dans les années, entre les années 20, dans les années 20 plutôt. Mais c'est intéressant pour travailler aussi sur le cosmopolitisme, parce que finalement on a un autre visage du cosmopolitisme alexandrin, parce qu'on a dit souvent qu'on a une image mythique du cosmopolitisme alexandrin, justement parce qu'on le voit à partir de la bourgeoisie ou des avant-gardes. Dans le cas de l'anarchisme, on a une autre vision, et on pourrait le dire aussi avec les mots d'Enrico Pea. Parce que l'Alexandrie d'Enrico Pea n'a rien d'étranger ou d'exotique. En fait, c'est ici qu'il a rencontré les plus diverses humanités italiennes, grecques, juifs, arabes, unies par une nature commune. En fait, l'humanité que Enrico Pea fréquentait, c'était le peuple. Je cite Enrico Pea, il disait le peuple, je le connais bien. C'est celui qui travaille dans les camps depuis des siècles, qui travaille avec moi au port, au garage, dans la chaudière. Il est comme moi, opprimé par l'injustice sociale. Donc le thème majeur de l'anarchisme était l'injustice sociale, la lutte au capitalisme, à la bourgeoisie capitaliste, donc un mouvement international. Et là, peut-être il y a des choses à développer sur la communauté italienne de Suez aussi, parce qu'on a une vision autre que celle communautaire. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que si vous avez des questions, mais je voulais vous montrer quelques images sur quelques journaux publiés en Italie. Alors, je ne sais pas si... Voilà, Leda Raffanelli, elle est vieille ici, elle est morte à Milan dans les années 70, donc... elle s'était constituée cette chambre d'Orient, comme elle l'appelait. Elle était chiromante, je ne sais pas comment on dit en français, clairvoyante, voilà. Elle se disait une gitane musulmane, un personnage très particulier qui a écrit beaucoup de littérature anarchiste, même si elle a contribué seulement à un journal publié en Égypte, Il Domani. Ça, c'est une copie du Corriere Egiziano que j'ai trouvé à Milan. Donc on voit bien que c'est assez ruiné, donc là la numérisation serait vraiment souhaitable. Un numéro, ça c'est la nouvelle série du Convite, donc revue italo-islamique était appelée, dirigée par Enrico Insabato, même si la plupart du travail éditorial a été fait par Ivan Agueli, un autre anarchiste converti au soufisme, très proche de René Guénon aussi. Et ça, c'est un titre depuis l'Impartiale, avec un article sur la loi égyptienne sur la presse. La Chitarra, c'est une autre revue conservée à Milan, ou l'Eco d'Egitto. Ces numéros sont assez bien conservés. Celui-là, il est de 1866, donc l'un des plus vieux journaux italiens publiés en Égypte. Et c'est le seul numéro... Non, on a un autre, peut-être 1899. La Sphinge, ça c'est une revue littéraire, artistique, théâtrale et sportive. Voilà, de 1899.
La Tribuna Libera, c'est le journal anarchiste, l'organe international pour l'émancipation du prolétariat. Et voilà. Et là, c'est la partie en français. Donc, c'était bilingue, mais je ne sais plus si, je ne me souviens pas vraiment si c'était des traductions ou normalement, quand les revues sont bilingues, souvent, il y a, sont vraiment indépendantes. Les articles n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il ne s'agit pas de traduction. Voilà, je m'arrête ici, comme ça, c'est tard, si vous avez des questions. Merci. Bien, merci Alexandra pour cette présentation qui suscite plein de questions. Oui. Moi, j'avais un petit commentaire sur Patrizia, son exposé. Le silence de la presse italienne après la Deuxième Guerre, il faut le remettre dans le contexte. Il y a eu une véritable persécution anti-italienne par les Français qui a confondu fascistes et antifascistes. D'autant plus que c'était une bonne occasion pour les médecins, les journalistes, les intellectuels, les avocats d'occuper le terrain et de se débarrasser de la concurrence italienne. C'est quelque chose qui est mal connu et je ne sais pas si à cet égard tu connais, il y a eu un mémoire qui n'a peut-être pas été publié de Laura Davi, conduit sous la direction de Mohamed Edi Cherif à Tunis, qui en fait a très bien étudié le sort de la communauté italienne, y compris de ses journalistes, à partir de 1945. Donne le micro. Oui, c'est vrai. J'ai dit que, je m'excuse pour mon français, que le silence était un problème de la prédominance française qui avait peur de la communauté italienne qui était très forte dans cette année-là. Oui. Par exemple, toute la communauté juive, la famille Finzi, la famille Gallico, qui est très importante, Vegliospano aussi, ils sont là et ils travaillaient, etc. Mais dans la presse, qui était l'objet de ma communication, il a été en silence, un long silence. Moi, c'est pour remercier Alexandra, parce que de père en fils, de souche. Hein. Je viens juste d'apprendre qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'Université populaire libre d'Alexandrie. Alors merci infiniment, hein, parce que vraiment. Bah, oui, mais je dois avouer que mon ignorance totale à ce propos. Alors merci. Moi, j'ai une question à Alessandra. Tu as parlé du lien entre soufisme et anarchisme, et je voulais te demander si tu avais vu aussi des choses sur la théosophie, parce qu'en fait, Valentine de Saint-Point, bon, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'était pas vraiment soufiste, elle était surtout théosophe. Et, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle est adepte de la théosophie, elle en parle beaucoup, et du coup, est-ce que tu vois un lien avec ça? En fait, j'ai commencé mes recherches avec ce point de départ, parce que j'étais intéressée à reconstruire la diffusion du soufisme en Europe par le biais effectivement de ces personnages-là. Valentine Saint-Point, René Guénon, Leda Raffanelli, c'est plus difficile, mais quand je dis qu'ils sont convertis au soufisme, effectivement, c'est un soufisme différent du soufisme populaire. C'était un soufisme, élitaire, c'est pas le bon mot, mais en tout cas un soufisme très interprété de façon très subjective. En tout cas, effectivement, soit de Valentine Saint-Point que de Leda Raffanelli, on sait qu'elles se sont converties au soufisme, parce que René Guénon était converti au soufisme. Dans le cas de Leda, ils ont vraiment des points communs. Valentine est morte au Caire, mais ce n'était pas la pratique du soufisme qu'on connaissait chez les confréries soufis. Hein. Oui. Je ne sais pas si c'est la théosophie le point d'accès pour le soufisme ou vice-versa, parce que René Guénon aussi, il s'est converti
par le biais du soufisme, lui il le dit très bien, sur Valentine Saint-Point, on le lit parfois sur certaines biographies, mais on n'en parle jamais, et de même pour Leda Raffanelli. Ils se sont convertis peut-être avec la bénédiction de quelques cheikhs soufis. Ça pourrait être que ça. Et en tout cas, dans le soufisme, il y a des similitudes ou des points de rencontre avec beaucoup de spiritualité. Et à cette époque, la théosophie, la recherche spirituelle passait par plusieurs traditions spirituelles, occidentales et orientales. Donc je pense que le soufisme, ça a été le prétexte pour beaucoup pour faire rencontrer Orient et Occident, mais après, voilà, il n'y a aucune pratique de soufisme. Et même si René Guénon pouvait être un ami et un maître, René Guénon ne pratique pas, ou au moins il ne parle pas de sa pratique soufie, de faire le zikr ou de faire les rituels soufis, je veux dire. C'est vraiment une recherche spirituelle très approfondie. C'est pour refaire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, où on a vu que les printemps arabes, ça a beaucoup commencé aussi par Suez et par les ouvriers de Suez. Je voulais savoir si les anarchistes italiens et grecs ont influencé les Égyptiens de souche, si je peux dire, les ouvriers égyptiens, et s'il en est resté quelque chose, et si tu le sais. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on revient à ces histoires qui étaient vraiment intéressante. Ça serait un exemple. Alors, à l'époque où le mouvement anarchiste allait se développer, on a une certaine proximité avec les Égyptiens, mais c'est difficile de dire jusqu'à quel point. C'était une proximité recherchée, en tout cas, parce que les Européens voulaient se battre pour les droits de tout le monde, pour les droits des travailleurs, pas d'une nationalité spécifique. Donc, leur discours, c'était vraiment un discours de classe, des classes des travailleurs contre la bourgeoisie qui exploitait les conditions des travailleurs. Et c'est aussi un peu, en tout cas, l'histoire de la naissance des partis de gauche en Égypte. Effectivement, après, c'est les Égyptiens même qui se sont un peu décollés de la base populaire. Et ça, c'est peut-être le développement propre à beaucoup de partis de gauche qui partent comme partis populaires, mais après n'ont pas cette base. Et en Égypte, en plus, ils ne sont même pas partis comme mouvement de base. Mais ça serait une leçon à apprendre, c'est là, de ne pas oublier la base de laquelle on parle. Parce que les partis communistes, c'était partis des gens intellectuels ou des élites, mais qui ont souvent oublié que la base était là et qui allait... Alors, je ne sais pas si c'est la base, mais enfin, il y a une autre base qui a démarré sur le canal de Suez en 1932 ou 1936. C'est à Ismaïlia, à Saad al-Mada, qui crée les Frères musulmans. Ça démarre sur le canal de Suez, mais je pense que c'est la lutte des classes aussi, mais c'est aussi le choc du monde moderne avec le monde traditionnel. Mais c'est intéressant que ça se passe sur le canal de Suez. Qui n'a pas vu le coup venir particulièrement, puisque dans les archives, la Compagnie universelle subventionne la création d'une mosquée pour les frères musulmans. Donc, Hassan al-Banna a été subventionné par la Compagnie universelle. Enfin, je crois, surtout encore les archivistes, on ne porte pas de jugement, mais c'est intéressant de voir que les projections n'ont pas été faites. Merci. On sait que les Saint-Simoniens ont essaimé en Égypte parmi l'élite égyptienne. Est-ce que plus tard, parmi l'élite égyptienne, il y a eu, je ne sais pas, une attirance pour l'anarchisme, le socialisme, le syndicalisme, par le biais, par exemple, de ces journaux? Ils se sont fait virer, mais ils ont essaimé.
Oui, oui. Oui, c'était les... oui, bien sûr, puis c'était les élites à cette époque-là. Et... je sais pas. Ouais. J'ai aussi. Bon. D'accord. Très simplement, je voudrais dire qu'à Istanbul aussi, il y a eu des émigrés, des ouvriers, et ils avaient fondé la Societa Operaia à Istanbul, mais ils avaient par contre une presse pas vraiment très présente dans la ville. Et je voudrais aussi vous signaler que on a dans les archives de Sad Research un registre du consulat de Smyrne qui montre, avec les photos, des gens qui sont interdits d'entrer en Égypte. Oh, bon, c'est de toute nationalité. Parmi eux, on retrouve des Italiens, on retrouve des prostituées, on retrouve des bolcheviks, alors toutes sortes de gens. Alors, je ne sais pas si ça peut être dans votre intérêt. Vous pouvez l'avoir sur le site, c'est numérisé, et vous pouvez avoir accès à ce registre qui date de 1926, qui a été exposé à Mussem. Vous l'avez vu, je ne sais pas, mais il a été exposé à Mussem. Et bon, et Ethem Aldem a écrit un article sur ce registre-là. Je ne sais pas. Bon. Allez-y, si vous êtes libre. C'est à Marseille, le musée méditerranéen, je crois. Ouais. De Marseille, le nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux? Alors, ma question, c'est, vous avez dit que les anarchistes italiens ont collaboré avec des anarchistes grecs au sein de la rédaction d'une revue, Grammat. Était grecque? Ah, justement, d'accord. Parfois en italien aussi. Il y avait dans Grammat des articles en italien. Apparemment, ça c'est une source bibliographique. D'accord. Bien, c'est les journalistes italiens qui publiaient dans Grammat des traductions. Je pense plutôt en italien. Oui, je ne sais pas comment on dit en grec les apoani. Apoanus, apoan. C'est tombé parce que je ne sais pas, c'est une partie du grec d'Alexandrie qui s'appelait les apoani, qui venait d'Italie, justement. Apoani, oui, c'est une région de Malane. C'est pas une région italienne? Oui, c'est de cette région. Est-ce qu'ils ont un rapport avec... Ils viennent d'Italie et ils ont justement, je viens de lire ça dans le livre de Mananos sur ce mouvement et par rapport à la revue Grammata. Je ne connais pas la revue. Même Cavafis avait un point de vue dessus, enfin je vous donnerai le titre.